Un petit peu d'eau, plus ou moins agitée, un petit coin de nature, pas trop de bruit, pas de joggeurs, pas de promeneurs, et pour eux c'est le paradis. Eux, ce sont les 131 000 pêcheurs des Pays de la Loire, 131 000 personnes dans la région qui s'adonnent à ce loisir, qui est la pêche au bord d'un étang ou encore en rivière. Alors qu'est-ce qui peut les motiver? Que pêchent-ils? Avec quelle technique? Puis avec quel matériel aussi? C'est important, on se rendra sur un salon de la pêche pour s'en apercevoir. Et puis même si c'est un loisir et du plaisir, il y a forcément des règles à respecter. On parlera avec un garde-pêche de ces règles et des éventuelles sanctions qu'il est amené à délivrer. Ça ne mord pas trop pour l'instant. Donc des invités, des reportages pour parler de ce deuxième loisir préféré des Ligériens, tout comme des Français d'ailleurs. Enquête de région commence. Bienvenue. Voilà, Jean-Yves, tenez, je vous la confie, vous faites bien comme je vous ai montré, hein, vraiment au fil de l'eau. Hein. Okay. S'il y a un problème, vous m'appelez. Hein. Merci Jean-Yves. Donc je disais, 131 000 cartes de pêche dans la région, c'est considérable. C'est le deuxième loisir pratiqué par les Ligériens, juste derrière le football et juste devant la chasse, dont on a parlé, souvenez-vous, il y a quelques mois dans Enquête de région. C'est un tiercé qu'on retrouve d'ailleurs au niveau national avec 1 500 000 pêcheurs. Regardez dans la région comment ça se décompose. C'est le Maine-et-Loire hein, qui a le plus de pratiquants et c'est la Mayenne qui ferme le banc. On va revenir sur ce qui s'est passé il y a quelques semaines. C'était l'ouverture de la pêche à la truite, un moment très attendu, pas par les truites forcément, mais par les pêcheurs. Et au bord de l'eau, il y avait Élodie Soulard et Damien Ravelot. L'ouverture de la pêche de la truite, un moment très attendu par Frédéric Braille. Elle lance sa saison. J'ai déjà démarré ce matin un petit peu, dès 7 h pile. Ce pêcheur pose ses gaules ici pour le cadre. Avec ses petits rapides, Lyon s'apparente plutôt à une rivière de montagne et les truites, qui sont des poissons combatifs, adorent cet environnement. Là, en fait, sous le niveau de l'eau, il y a des enrochements assez importants. Donc, souvent, les truites sont planquées derrière. Et là, en l'occurrence, on va essayer d'aller les chercher. Parce que je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui ait osé aller les chercher aussi loin ce matin. Il y a quelques jours, 45 000 truites d'élevage ont été lâchées dans les cours d'eau de la Vendée. Car dans ce département, la truite sauvage se fait rare depuis 20 ans, la faute à la pollution. Mais ce samedi, il y a du monde au bord de l'eau pour taquiner ce poisson, qui aime jouer avec les nerfs du pêcheur. Moi, c'est seulement la 3e année que je pêche, donc c'est aussi, je suis débutante, quoi, donc j'apprends tous les jours. La tactique, c'est trouver le bon fond et les truites se mettent beaucoup dans les petites souches, donc ça allait près des petits coins qui sont compliqués à avoir. Parce qu'elle se cache. La pêche à la truite est un loisir familial. Cédric et son fils Florent sont des habitués de la pêche au carnassier. La truite, c'est la découverte du jour. Ça change des œufs de pêche en fait. Les pêches en étang, c'est toujours un peu le... En fait, on attend, on est assis et puis on attend toute la journée. Tandis que là, en fait, c'est un parcours, c'est un ruisseau, donc on peut suivre tout le ruisseau à pied. Ça fait une sortie avec le petit fiston là-bas, c'est sympa quoi. La réglementation autorise de pêcher 6 truites par jour et par personne. Mais après une matinée de pêche, Cédric et son fiston sont toujours bredouilles. Alors la pêche à la truite, hein, c'est jusqu'au 16 septembre prochain. On disait 6 truites par jour par personne, ça peut être 3, ça peut être 10. Tout dépend de l'arrêté préfectoral du département dans lequel vous pêchez. Nous sommes au nord-ouest de Nantes, sur la commune de Sautron, et la rivière que vous voyez derrière moi s'appelle le Sens. C'est une rivière qui fait un petit peu plus de 22 km, qui est un affluent de l'Erdre, elle-même étant un affluent de la Loire. 22 km entre Vigneux de Bretagne et Nantes. Et elle a une spécificité, cette rivière qui plaît beaucoup aux pêcheurs. Bonjour Thibaut Pichery. Bonjour Manuel. Vous êtes garde-pêche fédéral. Un petit mot sur cette rivière, le Sens, elle est d'une catégorie qui est... Première catégorie piscicole. Ça veut dire Ce qui quoi? veut dire que ce cours d'eau a toutes les caractéristiques pour accueillir une population naturelle de truites. À la différence des secondes catégories qui sont majoritaires dans le département de Loire-Atlantique et qui, elles, accueillent une population plus visée vers le brochet. Donc une eau plus calme. Deuxième catégorie, Voilà. une eau plus calme, on va dire ça comme ça. Donc en montagne, il doit y avoir beaucoup de premières catégories. Voilà, tout à fait. En montagne, c'est la caractéristique, c'est d'avoir des cours d'eau fort courant, très oxygénés, eau fraîche, donc des truites, alors qu'ici, sur des rivières de plaine, on est plus sur du brochet. Ouais. Alors vous êtes garde-pêche fédéral. Vous êtes deux dans le département, un pour le Nord-Loire, un pour le Sud-Loire, pour faire simple. Ça consiste en quoi?
Ça consiste à faire appliquer la loi pêche. Pour être plus précis, la loi pêche qui date d'il y a déjà plusieurs siècles régit toute la pratique de la pêche en France et donc appliquée dans chaque département. Et donc cette loi pêche a pour but de maintenir dans les cours d'eau une population piscicole de qualité et en quantité. Ça veut dire que vous surveillez le nombre de poissons que les pêcheurs ramènent, vous surveillez la façon dont ils pêchent, Voilà, tout à vous fait. surveillez les cartes de pêche. Tout à fait. Pour pouvoir pêcher, il nous faut donc une carte de pêche et donc ensuite différentes techniques existent pour capturer le poisson. Il est autorisé de le capturer uniquement par la bouche. Et ensuite, différentes techniques donc existent et des quotas également sont mis en place pour éviter un prélèvement trop important de ces poissons. Alors quel type de poisson on trouve dans cette rivière par exemple? Donc ici, par exemple, on va trouver donc majoritairement de la truite fario. Donc on a une population qui est présente naturellement sur le cours d'eau. On a également des déversements qui sont réalisés par les associations de pêche pour permettre une population en quantité. Et puis Donc déversement, c'est en fait on empoissonne la rivière. Voilà. Avant l'ouverture, donc spécifique par exemple de la pêche à la truite, on va mettre déjà quelques spécimens dans l'eau pour pouvoir attirer un peu plus de pêcheurs. Du type, hors la truite? Alors sur ce cours d'eau-là, on met uniquement la truite, mais sur d'autres secteurs, on peut aller jusqu'à empoissonner en deuxième catégorie sur du brochet et toutes les espèces accompagnatrices. Le no-kill, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Il suffit de rester 5 minutes près de pêcheurs, on entend beaucoup de parler de no-kill, donc ça veut dire, c'est de l'anglais, ça veut dire sans tuer le poisson. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut pêcher 4 fois le même poisson l'après-midi sans s'en apercevoir? Voilà, tout à fait. C'est une remise à l'eau du poisson. Le but, simplement, une sensation sportive de prendre un poisson de belle taille, on le prend en photo et on le remet à l'eau par la suite pour le laisser grossir et puis établir des records de plus en plus impressionnants. Bon, si jamais on ramène le poisson, qu'est-ce qui se passe? C'est là que vous intervenez? Alors, les pêcheurs peuvent ramener le poisson en respectant, comme je disais tout à l'heure, des tailles légales de capture. Ces tailles légales de capture, elles sont fixées pour permettre au poisson de se reproduire. Mais ensuite, nous, on regarde quel type de poisson est capturé et surtout le nombre. Par exemple, sur cette rivière-là, c'est uniquement 3 poissons, 3 truites par jour et par pêcheur. Ils peuvent revenir le lendemain et à nouveau Voilà. en ramener 3. Quel type d'infraction vous pouvez être amené à relever? Donc l'infraction prioritaire et principale qu'on constate, ça va être le défaut de carte de pêche. Des pêcheurs qui ne connaissent pas forcément la loi ou qui tentent en se disant je vais aller pêcher une fois dans l'année de ne pas prendre de carte de pêche. Donc là, ça c'est une des premières infractions. Et puis ensuite, c'est de pêcher avant les dates d'ouverture, après les dates de fermeture, puis également dans certains cas d'utiliser des modes de pêche interdits. Bon, est-ce qu'il y a des sanctions que vous pouvez être amené à prendre? Est-ce que vous prélevez la carte de pêche? Est-ce que vous mettez un procès verbal, une amende? Voilà, nous on dresse donc des procès-verbaux. Il faut savoir que sur l'année dernière, les 7 gardes-pêche fédéraux, donc on disait qu'on était 2 salariés, mais on en a 5 qui sont bénévoles, eh bien on a dressé plus de 220 contraventions. Et derrière, il y a une amende de combien alors? Donc derrière, on a une transaction qui est proposée par la Fédération de pêche, ou dans certains cas, on va directement au tribunal. En D'accord. fonction des... On va pas en prison quand même. Non. Mais on pas peut la payer une prison. amende, l'amende elle peut aller jusqu'à combien? 400, 500 euros? À défaut de carte de pêche, c'est plus de 450 €. Ah quand même, vaut Voilà. mieux être dans les clous. C'est comme pour le permis de chasser, en fait c'est annuel. Hein, Voilà, carte tout à de- fait, ouais. Bon. Est-ce qu'il y a beaucoup de braconnage? Alors, sur ce type de milieu, pas forcément, parce que l'enjeu, il est sur des poissons de petite taille. Par contre, on a du braconnage sur des milieux plus importants, tels que la Loire, avec la présence par exemple des civelles, les petites anguilles. C'est actuellement une période où on a du gros braconnage. Et puis ensuite sur des espèces un peu plus intéressantes qui peuvent être revendues derrière, telles que le brochet et le cendron. Bon, alors vous êtes assermenté, vous prêtez serment Voilà. au sein au tribunal, Au hein, tribunal de grande instance. de Nantes. Est-ce que néanmoins, parce que vous êtes pêcheur vous-même sur vos temps de loisirs, est-ce que vous êtes un petit peu plus coulant, indulgent avec vos amis ou pas? Ah non, pas du tout. Là-dessus, interdit. Nous, on est là pour constater les faits, faire un rapport, et lorsque l'infraction est observée, dresser procès verbal. On ne peut pas se permettre d'être plus coulant avec certains. Dernière question, il y a des conflits des fois entre pêcheurs? Est-ce qu'ils se battent à coups de canne? Est-ce que vous êtes obligé d'intervenir pour calmer tout le monde? Alors, on peut retrouver des conflits au bord de l'eau si certains, comme on disait tout à l'heure, pratiquent le no-kill et puis que d'autres ne comprennent pas cette pratique-là. Et puis, on peut également trouver des conflits entre les techniques de pêche de certains qui vont vadrouiller au bord de l'eau comme on le voit aujourd'hui, et puis d'autres qui sont implantés toujours au même endroit. On peut retrouver des conflits entre ces pêcheurs-là. Bon, c'est pas parce que je fais mon travail que je dois vous empêcher de faire le vôtre. Je vous laisse aller les contrôler. Merci bien. beaucoup. Merci à Thibaut. vous. Alors, élément indispensable pour le pêcheur, l'eau bien sûr, mais plus encore le poisson. 2 éléments dont il faut prendre soin, tout du moins se soucier. Ce qui fait en fait du pêcheur eh bien, un acteur important de la biodiversité, de la nature, de l'écosystème. C'est à lui de s'occuper, avant de le pêcher, du bien-être des poissons et de la gestion des espèces. Vous voyez ce reportage de Vincent Rénal et Dominique Lemay. Programmées pour la survie. Elles mesurent à peine quelques centimètres. Civelles ou anguillettes,
Elles ont parcouru près de 6000 km de la mer des Sargasses jusqu'à Nantes. Elles sont arrivées il y a déjà quelques années, là je dirais de 2 ans, 3 ans, d'âge continental. Alors que ces petits sujets-là, ils sont arrivés très récemment, ils ne sont pas encore pigmentés, ils sont encore la morphologie d'une civelle. L'anguille européenne, une espèce considérée en danger critique d'extinction, suivie avec attention par la Fédération de pêche de Loire-Atlantique, au millimètre près. 73. Selon le poids, leur taille et d'éventuelles marques qu'on peut observer, on peut déterminer l'état de condition de ces sujets. L'une des missions de Barbara Gérard, surveiller et protéger constamment l'état des stocks des populations de poissons, pour éviter que les prélèvements des pêcheurs ne portent atteinte au milieu. Il a fallu par exemple donner un coup de main aux civelles pour remonter les barrages. L'an dernier, plus de 280 000 jeunes anguilles sont passées par l'écluse de Saint-Félix. On s'occupe d'assurer un suivi pour voir l'efficacité du dispositif et s'assurer qu'il est fonctionnel, que les civelles et les anguillettes arrivent à rejoindre l'Erdre, donc elles viennent de l'estuaire de la Loire, et rejoindre l'Erdre sans trop de difficultés. Sauvetage de poissons bloqués dans leur cheminement ou lors de vidanges d'étangs, campagne d'arrachage de plantes invasives comme la jussie, observation des différentes migrations, les techniciens des fédérations de pêche ont avant tout une fonction d'écologue. Nous sommes sur le Gèvre, à quelques kilomètres en amont de la Loire, un affluent de l'Erdre propice aux black bass, carpes, chevennes. Mais pour le moment, aucune forme d'anguille à l'horizon. On est arrivé trop tôt. La question est, est-ce qu'on en a assez qui montent à Saint-Félix sur l'écluse pour pouvoir alimenter correctement le bassin versant? Et là, pour l'instant, on a des doutes. Les études visent à essayer de mieux comprendre ces populations-là, savoir si elles sont gênées dans leur circulation migratoire par des obstacles ou par des pollutions ou par des milieux qui ne sont pas assez attirants parce qu'ils ne fournissent pas de refuge, de ressources alimentaires, ou est-ce ces anguilles ne vont pas plus loin parce qu'elles sont ce qu'on appelle sous-densitaires. Elles restent dans les zones aval parce qu'elles sont insuffisamment représentées, qu'elles n'ont pas besoin finalement d'aller plus haut. On essaie de comprendre. Généralement, les poissons vont nous parler. Des espèces sensibles qu'on voyait très fréquemment autrefois sur des rivières bien oxygénées, avec des courants, des rivières vivantes en somme, des rivières qui sortaient de leur lit en hiver et qui regagnaient un cours d'eau un petit peu plus d'aspect plus sec en été. Ce sont des poissons qu'on ne voit plus, qu'on ne voit quasiment plus, parce qu'on accepte moins les rivières vivantes. On aime bien les paysages stables. Quand je dis on, c'est les humains en général, un paysage qui est stable, qui ne bouge pas trop. Alors les poissons, ils ont besoin de milieux vivants, de milieux qui s'expriment en hiver, qui s'expriment en été. Et c'est ça qui va permettre le retour de ces espèces. Le marais de Goulaine, une frayère 4 étoiles pour le brochet. Carnassier emblématique, témoin d'une bonne qualité écologique des cours d'eau, il est classé en Pays de la Loire et comme partout en France, espèce vulnérable. On a 4 points d'échantillonnage qu'on suit régulièrement sur lesquels on va aller voir quels sont les poissons qu'on rencontre en phase estivale. Donc quels sont les poissons qui sont arrivés à survivre en fait à différents épisodes de l'année. Et notamment le brochet, puisque ces alevins qui doivent arriver à naître sur ces espaces-là, on doit ensuite en retrouver une partie sur les périodes estivales avec des tailles un peu plus grandes. Et ces animaux vont constituer l'avenir de la population de brochet. Le brochet, lui, va avoir besoin d'une inondabilité assez stable à certaines périodes, notamment les périodes de reproduction, et puis des vitesses d'exondation qui sont plutôt faibles. En fait, il ne faut pas descendre trop vite. Donc, avec la connaissance en fait de la Fédération de pêche sur ces brochets, sur la biologie du brochet, eh bien, on va pouvoir en fait adapter les niveaux d'eau au moment en fait où c'est critique pour l'espèce. De l'eau, du courant. L'électropêche est parfois utilisée par les techniciens des fédérations pour le sauvetage en urgence de poissons. Une technique qui permet aussi de prélever quelques spécimens pour sensibiliser le grand public à une gestion intelligente des ressources. Demain, ablette, brème, gardon, perche-soleil,
seront présentés à des scolaires. Les jeunes d'aujourd'hui sont les gestionnaires de demain, donc c'est indispensable pour nous de leur faire découvrir toute cette diversité qu'abritent nos milieux, les sensibiliser un peu à ce caractère fragile. Et les poissons, ce sont des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Le pêcheur, il est parfois vu trop souvent à tort comme l'unique préleveur, comme l'unique atteinte aux poissons. La réalité est tout autre. Les atteintes, elles sont essentiellement à la qualité de l'eau, à la qualité des milieux. Et donc là, c'est toute la société qui est responsable d'éventuelles atteintes. Et donc, toutes ces questions qu'on se pose, c'est parce qu'on veut que les populations piscicoles sauvages se maintiennent le plus longtemps possible pour des générations de poissons, des générations d'humains, et qu'on s'adapte avant qu'il ne soit trop tard. Une étude franco-hollandaise a mis en évidence le rôle des activités humaines dans le déclin des poissons d'eau douce, avec un taux d'extinction multiplié par 150 au cours des 2 derniers siècles. Et c'est là, Thibaut, elle est en règle. Très bien. Bonne pêche, Roger. Merci, Thibaut. Merci on a parlé de la qualité d'eau dans ce reportage. L'intérêt de poser quelques questions à Vincent Mouraine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Fédération de pêche de Loire-Atlantique. Est-ce que l'eau est un souci constant pour les pêcheurs? La qualité de l'eau, l'entretien de la nature? Alors bien évidemment, l'eau et la qualité de l'eau et des rivières est important dans l'approche des pêcheurs, puisque sans cette évidence, on n'a pas de peuplement piscicole de qualité, et donc la pratique de la pêche est moins intéressante. Mais il n'y a pas de police de l'eau. Il y a une police de l'eau, mais elle est extérieure à la fédération. C'est l'AFB, l'Agence française pour la biodiversité, ex-ONEMA. C'est eux qui surveillent la qualité de l'eau, ça n'est pas vous. Voilà, donc par rapport à la qualité de l'eau, il y a des structures en place. La fédération est plus spécialement experte sur la police de la pêche. Donc, mais ça n'empêche pas les pêcheurs d'être très sensibles à la qualité de l'eau au regard de leurs loisirs. Les pêcheurs et les plongeurs. Je vais vous présenter Tom. Tom, c'est un pêcheur, surfeur, plongeur qui n'aime pas le plomb. Et du côté de Biarritz, puisqu'il est de Nouvelle-Aquitaine, eh bien, il va ramasser au fond de l'eau les plombs qui proviennent de lignes cassées dans un souci, évidemment, d'écologie. Vous voyez ce reportage tourné donc à Biarritz. Je commence à sacrément bien connaître le coin, donc je sais quand même où il y en a. C'est incroyable, j'ai beau passer, repasser, il y en a tout le temps. Tom vient fureter au pied du rocher de la Vierge à Biarritz à chaque marée basse. Depuis qu'il est tout petit, ce surfeur plonge et chasse sur la côte basque quand il n'y a pas de vagues. Il a souvent cassé ses fils de pêche coincés dans les rochers et les plombs accrochés sont toujours restés au fond. Alors il s'est mis en tête de les récupérer. À force de tomber sur ces tas de plombs, je me suis dit, un jour je vais laisser le harpon à la maison, je vais venir avec un filet et ramasser tout ça. Et j'ai fait 27 kilos la première fois, et j'y suis retourné le lendemain, j'ai fait pareil, 25 kilos. J'ai fait ça pendant plusieurs mois. J'ai fait, à chaque sortie, je prenais 20-25 kilos. Et là, ça y est, ça fait un an que j'en suis à 600 kilos. Pas vraiment soluble dans l'eau de mer, le plomb s'effrite. Toxique, les poissons l'ingèrent et nous aussi. Alors une bataille a débuté. Un Plombkémon challenge est lancé auprès de tous les apnéistes du littoral. J'ai tout filmé, j'ai fait une page Facebook, truc YouTube. J'essaye de sensibiliser un max de monde à faire la même chose. Et c'est en cours, regarde. Voilà. Et depuis quelques mois, Tom, le récupérateur biarro, recycle sa cueillette. Il y en a qui pètent les plombs, lui, il les fond. C'est un des moyens que j'ai trouvé pour essayer de recycler tout ça. Je me suis dit qu'en faire des baleines, c'était un bon symbole qui représente bien la culture traditionnelle des gens de la mer. De chasseur à créateur, bravo l'artiste. Retour sur le plateau d'enquête de région consacré à la pêche de loisirs, toujours ici, tout près de Nantes, au bord du Sens, sur la commune de Sautron. Vincent Mouraine, donc vous êtes directeur de la Fédération de pêche de Loire-Atlantique. On vient de parler de la pollution au plomb, le plomb qui se désagrège, donc qui pollue la mer. Est-ce que c'est le cas aussi en rivière ?
Alors sur cette thématique, on a effectivement une réflexion à mener par rapport à l'utilisation des plombs et à certains objets qui peuvent se retrouver du coup au fond des rivières. Donc il y a des alternatives qui sont proposées, notamment avec l'utilisation du tungstène, sauf qu'il y a des contraintes techniques assez importantes et financièrement ça peut avoir un coût important pour le pêcheur. En tout cas, c'est un souci pour la fédération, pour les pêcheurs. Oui, on est pas polluer avec conscient le matériel. de cet aspect-là et certains pêcheurs vont récupérer leur matériel par rapport à cet aspect-là, mais aussi pour pouvoir s'en resservir, puisque c'est quelques économies aussi. Quand même, ouais. Il y a des budgets assez conséquents. Qui pêche en Loire-Atlantique ou en Pays de la Loire? Plutôt les hommes, plutôt les femmes, plutôt les jeunes, plutôt les personnes âgées? Alors on a une représentativité assez variée de nos pêcheurs, à la fois des hommes et des femmes, bon, majoritairement des hommes, hein, et avec une population qui est assez bien répartie entre les anciens et les jeunes. Combien coûte une carte de pêche? Alors le prix de la carte de pêche dépend justement du type de pêcheur, donc avec des cartes jeunes adaptées et des cartes majeures, notamment la plus courante est la carte départementale et elle est à 74,50 € pour l'année. Bon, c'est ce qu'a payé Roger tout à l'heure, c'est ce qu'on a vu. On pêche où on veut, parce qu'il y a des eaux closes, ce sont les étangs, il y a des eaux libres, ce sont les rivières. Avec cette carte, on va pêcher où on veut. Alors cette carte permet de pêcher dans l'ensemble du département. Vous avez également une autre carte qui est interdépartementale qui permet de pêcher sur 91 départements en France. Et en fonction de l'organisation des cours d'eau, entre le domaine les eaux libres et les eaux closes, il y a la possibilité donc de pratiquer avec la carte de pêche uniquement sur les eaux libres. Bon, il y a une autre pratique de pêche aussi qui est très répandue, c'est la pêche à pied en bord de mer. Alors c'est pas les mêmes règles puisque c'est de l'eau salée, vous vous occupez que de l'eau douce, mais pourquoi justement ce ne sont pas les mêmes règles? Or on ramène quand même des choses qui proviennent de la nature. Alors la réglementation par rapport à la pêche est à la base construite pour pouvoir gérer un loisir qui génère du prélèvement et la ressource naturelle. Donc en eau douce, la réglementation permet justement cet équilibre. En mer, jusqu'à maintenant, la carte de pêche n'existe pas, ce qui ne permet pas de quantifier les pratiquants. Par contre, il y a quand même des réglementations sur les espèces par rapport au prélèvement, aux tailles de capture, pour pouvoir justement gérer la ressource. Il y a des contrôles en mer pour ceux qui pêchent sur les bateaux, ou alors c'est le contrôle au port. Et puis sinon, il y a des contrôles le long du rivage, lors des grandes marées notamment. Il y a 2,5 millions de personnes en France qui pratiquent la pêche à pied. C'est la plus pratiquée de toutes. On pêche quelles espèces en Pays de la Loire? En Pays de la Loire, on a une diversité assez importante, avec la majorité de nos cours d'eau qui sont plutôt des cours d'eau de plaine, donc avec des pentes assez faibles, et donc un peuplement qu'on appelle cyprinicole, c'est-à-dire les gardons, les brèmes, les carpes, associés à une population de carnassiers comme le brochet, le cendre ou le black bass. Ouais, les carpistes, on parle beaucoup de la carpe et des carpistes, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Les carpistes sont des pêcheurs spécifiques donc qui recherchent exclusivement la carpe et qui ont la particularité notamment d'avoir l'autorisation par dérogation de pêcher la nuit, ce qui leur donne un statut un peu donc il y a des clans un peu exclusif et qui facilite effectivement la formation de clubs spécifiques, ce qui est le cas effectivement dans... Et des fois c'est un petit peu vigoureux, c'est un petit peu violent. Donc ça peut générer quelques petits conflits parce qu'ils sont souvent considérés comme ayant des droits un peu particuliers. Que les autres n'ont pas. Donc régulièrement, Thibaut nous l'a dit, c'est réempoissonné. Il y a de l'alvinage dans les rivières pour faire prospérer les espèces. Est-ce que néanmoins il y a des espèces menacées? On a donc une liste d'espèces qui sont menacées ou protégées, sur lesquelles du coup on met en place des mesures de gestion particulières, dont notamment les prélèvements liés à la pêche, avec donc des quotas qui sont installés, comme le brochet par exemple, puisque vous avez maintenant par journée, pour le pêcheur, l'autorisation uniquement de prélever 2 individus, donc 2 brochets par jour. C'est selon les espèces le nombre de prélèvements autorisés. Régulièrement, on a remarqué que les fédérations, la vôtre, comme d'autres fédérations départementales, mettent à sec des étangs. Ça a été le cas à Vey, en Loire-Atlantique, avec l'étang de Clégreux. À Couéron, c'est en cours avec celui de Beaulieu. Quel est l'intérêt de vidanger un étang? Pourquoi? Pour compter les poissons? Alors sur le plan piscicole, la vidange des étangs a deux intérêts. Déjà de permettre de mettre à jour la gestion piscicole si jamais il y a des soucis de déséquilibre de population. Et puis dans un second temps, de pouvoir faire des travaux sur l'étang, notamment les vannes de vidange,
qui vont permettre après d'avoir une gestion plus intéressante et plus fine sur le plan piscicole. Bon, j'ai une dernière question qui est un petit peu liée au cinéma. Récemment est repassé un film qui s'appelle « Et au milieu coule une rivière », un film qui a déjà plus de 25 ans, de Robert Redford avec Brad Pitt. Est-ce que ce genre de film très esthétique, qui donne une belle image de la pêche, ça ramène des pratiquants? Alors c'est toujours une référence dans le milieu de la pêche, ce film, tout le monde le connaît. Après, concernant plus spécifiquement les Pays de Loire, on est sur une pratique de la pêche à la mouche qui est moins fréquente, moins utilisée. Donc je ne suis pas certain qu'il y ait un impact sur les pratiquants en Pays de Loire. Mais ça reste effectivement la référence cinématographique. Ouais, on sent à votre sourire que vous avez aimé ce film. Merci beaucoup Vincent Morène. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Fédération de pêche de Loire-Atlantique. On n'a pas parlé du matériel. Là-bas, il y a un moucheur qui a l'air bien équipé. Je vais aller le rejoindre. Merci à vous. Merci, au revoir. Bonjour Yann. Bonjour. Je vois que vous êtes bien équipé, hein. Et ça, ce sont des mouches? Ça, ce sont des mouches. Que vous avez fabriquées vous-même? On fabrique nous-mêmes. Quelle est la particularité de celle-là là? Celle-ci, elle a une bille orange qui est très flashy et qui descend très vite dans l'eau. Les truites sont souvent collées au fond. Et elles sont sensibles au flashy? Et elles sont sensibles au flashy, ouais. Elles aiment bien... Bon, vous n'êtes pas du genre à prendre la mouche, vous? Non, pas vraiment. Combien vous laissez chaque année dans le matériel? Ça fait quelques années, moi, que je pêche la mouche. Donc là, une moyenne de 100 € à peu près. 100 €. Et ça, c'est la fourchette Dans la basse. Ça peut monter beaucoup plus haut. On va se rendre sur le salon de la pêche de loisirs. Vous allez voir, ça peut monter beaucoup plus haut. Je vais retrouver Laurent Saoud, spécialiste de la pêche à la ligne en Pays de la Loire. Laurent, vous ne croyez pas que vous avez plus l'âge là? Non, mais il n'y a pas d'âge, Emmanuel. Ouais. Moi, je ferai ça toute la journée. Bon, en tout cas, vous la faites remonter, la moyenne d'âge. Vous allez donner la canne à Thomas et vous allez me guider en partant du principe que je veux me mettre à la pêche. Quel type de matériel me faut-il? Eh bien, on va aller voir tout ça. Allez. Merci. Ah, je vous emmène. La couleur importe ou pas? Parce que là, je vois qu'il y en a des très flashy. Regarde ça, disons, ça c'est fluo, c'est pour pêcher la nuit, ça. Là, ça permet aussi d'éviter de marcher dessus quand on les pose quelque part. C'est un petit côté sécurité qui n'est pas bête du tout. Et c'est une spécialité italienne. On va aller voir directement les lancers là-bas pour aller... Je sais même pas qu'il y avait autant de modèles. Ah, il y en a partout. Il y a des courtes, des grandes. Là, tenez, Emmanuel. Là, en voilà une par exemple. Un lancer en carbone pour pêcher, que ce soit en bord de mer, d'un bateau ou même en rivière. Mais on commence en général par une canne à pêche au cou qui va mesurer 4 mètres, 5 mètres, avec une ligne, un petit flotteur. Ça, c'est pour pêcher en rivière ou en étang. Et après, une fois parce que là, il n'y a pas de moulinet. Il n'y a pas de moulinet. Pêche au cou, pas de moulinet. Pêche au cou, pas de moulinet. Mais que en rivière. Rivière, en étang ou en bord de mer aussi, on peut pratiquer. En bord de mer, mais pas en mer à bord d'un bateau. Pas à bord d'un bateau, dans un port, au bout d'un quai ou d'une estacade. Après, quand on a un petit peu évolué, quand on est un peu plus sûr de soi, on passe au lancer. Et alors la longueur de la canne importe sur quoi? Sur la qualité du fil, sur le type de poisson qu'on va pêcher? Tout dépend des conditions. Si on pratique du bord, on va utiliser des cannes beaucoup plus longues. Ça va être par exemple de la pêche en surfcasting, où on pratique de la plage. Là, on a des cannes qui vont mesurer 4,20 m ou 4,50 m. Et si on a la chance... Elle fait 2,20 m celle-là. Voilà, là on est à 2,20 m, 2,30 m. Et si on a la chance d'avoir un bateau, eh bien on utilise des cannes beaucoup plus courtes pour pouvoir justement s'approcher du coin de pêche. C'est ça l'avantage. Le moulinet, c'est en fonction de sa taille qu'on va mettre un fil plus ou moins solide. Alors chez les moulinets, il y a plusieurs segments. Là, on a une taille 4000 qui va très bien sur des cannes de cette longueur-là. Hein, plus la canne va être longue, bien sûr, plus le moulinet sera gros. Après, la qualité du moulinet dépendra bien sûr de la bourse du pêcheur et de sa volonté d'avoir un équipement plus ou moins performant, on va dire. Alors justement, à propos d'argent, combien ça coûte une canne comme ça? Alors une canne comme ça vaut en moyenne 150 €. Ah oui, quand même. Donc il faut rajouter le fil, il faut rajouter ensuite ce qu'on va aller voir après, voilà, le plomb, l'hameçon, le leurre, etc. Le budget pour s'équiper? Un budget raisonnable pour démarrer, moins de 100 €, on peut vraiment démarrer quelque chose de plutôt bien. Et après, je dirais que c'est sans limite. Sachant que le budget moyen pour les pêcheurs à la ligne qui s'équipent et qui renouvellent leur matériel chaque année est à peu près de 680 €. Il faut savoir que le marché de la pêche de loisirs en France, c'est 2 milliards d'euros. Très difficile d'avoir des chiffres, en tout cas au niveau régional. Après ça, il nous faut... des lignes et des leurres. On va voir ça.
Les leurres, c'est quoi? C'est des poissons en métal, quoi. Des imitations, tout simplement. Alors on a de la cuillère plombée, décorée, plus ou moins lourde. La cuillère plombée, c'est ça? De la cuillère plombée. C'est comme une cuillère? Comme une cuillère. Alors on la avec un lance, crochet, quoi. On l'anime, on lui donne vie. C'est un leurre artificiel. On lui donne vie en maniant la canne. Plus ou moins vite, en donnant un petit coup court, des petits coulons avec sa canne. On accélère, on ralentit. Et le poisson se fait avoir. Et le poisson se fait avoir. Et puis il y a bien sûr aussi toutes ces panoplies de leurres, des imitations de poissons. Alors celui-ci n'est pas armé parce qu'on peut y mettre un hameçon plus ou moins gros, plus ou moins fin. On peut en mettre un seul si on veut. Voilà ce que ça peut donner. C'est-à-dire que le poisson, il prend ça pour un copain, pour une femelle éventuellement, il veut s'approcher. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du poisson? Alors, c'est pas dans sa tête que ça va se passer, c'est dans sa ligne latérale sensorielle. Le poisson a un don que nous n'avons pas. Les ondes. Son sonar. Et chaque leurre émet une vibration. En plus, il y a du bruit. Hop là, attention, ça pique. On l'entend. Et cette vibration-là est ressentie par la ligne latérale sensorielle du poisson qui va se diriger vers ça. Un poisson attire un poisson? Absolument. Un leurre va attirer un poisson et un autre poisson aussi, en nageant, génère ces fameuses fréquences électriques qui vont diriger le poisson vers lui. Ça veut dire que les asticots, les vers, etc., c'est fini? Il n'y a que ça maintenant? Ça, ce sont les appareils vivants qui n'émettent pas de vibration. Ça va plutôt émettre des odeurs, des sucs, des arômes, c'est complètement différent. Là, pour la pêche au cou, on sera plutôt avec du verre. Voilà, des appâts naturels. Il y a une démonstration de leurre, là, on va peut-être aller jeter un œil. Oui, il y a le bassin qui est juste à côté, on va voir ça. Vous ne maîtrisez pas le lancer, vous avez 8 chances sur 10 que le leurre il soit mêlé à l'arrivée sur l'eau. Au moment où vous allez commencer à animer votre leurre, le leurre il est emmêlé. À chaque fois. Alors à propos de leurre, il faut que je vous parle d'Ange Porteux. Ange Porteux a 103 ans, c'est un breton passionné de pêche, c'est un ancien cordonnier qui a 90 ans de pêche derrière lui. Et il fabrique, il invente des leurres. Regardez. Eh ben, il va à la pêche et il oublie tout. Jeune, il avait démarré en rivière par le brochet, la carpe et le saumon. Puis, la pêche en mer le rattrape et il forge sa réputation de grand spécialiste du bar. Alors, il finit par se dire que les appâts sont perfectibles. Il construit son atelier pour créer ses propres leurres, qui très vite deviendront une référence incontestée dans tous les bons magasins spécialisés. Voilà, alors là j'arrive dans l'atelier. Ici, on est dans la fabrication et la décoration, avec tout le bois que j'ai ramassé pour faire tous ces leurres qui sont là. Alors les poissons hélices, j'ai fait ça il y a très longtemps avec la maison Rago. Il m'avait téléphoné un jour pour me demander. Alors je lui avais fait des modèles, le même modèle que vous voyez là. Ah, ça a été un succès à l'époque. Il en a fait des milliers. Moi, quand je suis à la pêche, mais j'ai l'ordinateur là, il travaille toujours parce qu'il est toujours en train de se demander qu'est-ce que je dois faire pour le rendre plus performant. Je suis toujours en train de demander ça. Quelquefois, je suis à côté de la plaque, mais il y a des fois, ça, c'est bien. Depuis l'âge de 12-13 ans, à venir jusqu'à maintenant, mon seul plaisir, c'est d'aller à la pêche. Vous me proposez d'aller passer un gueuleton formidable, tout ce que vous voudrez. Moi, je préfère prendre mon petit casse-croûte et puis aller à la pêche que d'aller faire la Java. Là, on est sur du matériel pour pêcher en bord de mer. Hein. Sur la plage, c'est la pêche en surfcasting. On ne fait pas du surf en pêchant? Non, non, du tout, du tout. On lance sa ligne le plus loin possible, on les pose sur un support adapté comme ça, en attendant la touche. Bon, le matériel est là-dedans. Au frais, il y a une glacière pour mettre les appâts vivants, les vers de mer et tous les coquillages que l'on va utiliser comme appât. Est-ce qu'il arrive encore que des poissons cassent une ligne ou cassent carrément une canne? C'est très rare. Les cannes, non. Les lignes, oui, quand le pêcheur a fait un nœud, on va dire, à la va-vite, ou alors s'il n'a pas vérifié que son nylon n'est pas abîmé du tout. Bon, on va aller voir les plombs. Hein. Allons-y. Alors, les fameux plombs. Alors Emmanuel, ici, toute une série de plombs qu'on va utiliser aussi bien en eau douce qu'en mer, notamment une bombe, on appelle ça un plomb-bombe, qu'on utilise pour pêcher l'anguille ou la carpe en rivière en eau douce, et le fameux plomb surfcasting débrayable, fabriqué à Carquefou, qui permet donc de décrocher sa ligne très rapidement quand on veut récupérer son montage. C'est rapide, c'est technique, c'est exactement ce qu'on utilise sur nos plages. Très bien, Carquefou, donc près de Nantes. Sachez que cette maison a 140 ans d'âge. Chaque année, elles font 500 tonnes de plomb qui deviennent des plombs de pêche, allant de 1 gramme à plusieurs kilos. Vous voyez ce reportage de Christophe Amourio et Antoine Repère.
C'est l'un des métiers méconnus du monde de la pêche, la fonte du plomb. Dans la proche périphérie de Nantes, une entreprise plus que centenaire s'en est faite une spécialité, avec chaque année des millions de plombs de pêche qui sortent de ces machines. Une grande partie des plombs fondus ici se retrouvent sur les lignes des pêcheurs en France, mais aussi à travers le monde, aux Antilles, en Australie ou encore au Japon. Et comme à chaque édition du Salon de la pêche de Nantes, l'entreprise Le Maire se déplace en voisin. C'est l'occasion de présenter des nouveautés. Incontournable pour les pêcheurs sachant pêcher, le plomb sert de lest au bout des lignes, mais aussi de tête de leurre. Plus inattendu, l'entreprise l'utilise aussi pour fabriquer des éléments de radioprotection nucléaire. Mais là, c'est une toute autre partie de pêche. Alors Laurent, nous voici devant un des fleurons de l'industrie navale ligérienne, puisque ce groupe vendéen est né en 1884. Il y a 50 ans, ils se sont lancés dans les bateaux comme celui-ci, fabrication de bateaux pêche-promenade. Et aujourd'hui, c'est un groupe avec une vingtaine de sites de production en Pays de la Loire, 4000 salariés, un chiffre d'affaires d'1,2 milliard et c'est bien sûr le leader mondial de la voile et c'est un groupe vendéen. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants auprès de la Boire de Mauves, à Mauves-sur-Loire, pour voir en pratique un petit peu le pendant des explications théoriques que vous venez de me donner sur la pêche. À tout de suite. Je saute dans mes bottes, je prends mes cannes à pêche. À tout de suite. À tout de suite. Bon, et tu l'attends et puis on... Allez, retour dans la nature, toujours dans Enquête de région. Bonjour Olivier Filet. Bonjour. Président du comité régional de pêche sportive. On est dans un lieu qui s'appelle la Boire de Mauves, c'est ça? La Boire de Mauves, gérée par l'association La Gaule Nantaise, lac artificiel qui s'étend sur 6 hectares, traversé par le Gobert, pour le plaisir des grands pêcheurs. Bon, on vous retrouve dans quelques instants avec vos jeunes. Je vais aller voir le groupe là-bas. À tout de suite. Ah bah oui, on pêche en groupe, on pêche même en famille. Ah bah on va jouer, tiens. Dans la famille Chauvigné, je demande le grand-père, Roger. Je voudrais la petite fille, Jessica. Je demande le père, Samuel. Dans la famille Chauvigné, toujours, je demande la grand-mère, Pierrette. Et pour finir, je voudrais la petite fille, Lana. Bon, pas trop là, hein? Pas beaucoup, non? Bon, on n'a rien mis, on n'a pas mis l'amorce, on n'a rien jeté. Bah alors, Roger? Bah non, faut Je vous ai expliqué pourtant, il faut mettre de l'amorce. Il faut en mettre. Tout est prêt, mais il faut en mettre avec une coupelle. C'est vraiment une passion familiale, Samuel? Tout à fait. Moi, j'ai toujours vécu avec cette passion depuis le début, depuis que je suis né, quoi, quasiment. Roger, c'est vous qui lui avez transmis ce virus? Oui, le virus, oui. C'est-à-dire quand il était petit, vous l'emmeniez régulièrement? Oui. Il a surtout commencé à 8 ans, quand on allait en vacances. Alors là, c'était tous les jours on allait à la pêche. Alors, après, il a fait la compétition jeune en vacances. Il y avait des concours pour des gamins. Bon, il faisait. On le voyait tout petit avec un tablier qui était plus grand que lui. Enfin bon, c'est pas grave. Et après, bon, là, il a continué la pêche après. Hein. Et aujourd'hui, Samuel a quoi? 44 ans, vous avez 35 ans de pêche derrière vous? On peut dire, oui. Ouais. J'ai mixé au début avec le foot et la pêche et il a fallu faire un choix. À 17-18 ans, il a fallu faire un choix sur le sport qui était le plus accessible, où j'avais le plus de chances de réussir. Le plus tranquille aussi? Pas le plus tranquille, c'est pas tranquille. Bah, pourtant, il y a une image paisible là. Paisible, oui, mais on n'est pas tranquille, on est toujours en train de réfléchir à comment prendre du poisson. Comment prendre du poisson, comment battre son voisin. On est en compétition, donc on est toujours... Les concours, ça se passe comme ça? Ah bah toujours, le but c'est de battre avoir son voisin. l'astuce pour faire venir le poisson à soi et pas à la canne du voisin? On pêche pour gagner. Quand on est en compétition, c'est d'avant tout gagner. Fair play, mais gagner quand même. Le juge de paix, c'est le poids. Exactement. Et après, on relâche le poisson. Et après, on relâche le poisson, évidemment. Vous ne mangez jamais le poisson que vous pêchez? Ça dépend. Ça dépend. Si on prend un carnassier du type cendre ou brochet, qui fait la maille, qui respecte la législation, là, on peut le prendre et puis le garder. Bon, alors c'est intéressant, c'est que vous avez transmis cette passion à vos filles. Qu'est-ce que vous éprouvez vraiment en pêchant? En dehors de la compétition, où là, il faut battre le concurrent voisin. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est paisible. C'est du bien-être. On est en pleine nature. On est en général dans un cadre intéressant, calme. Ça permet de s'évader.
On entend les oiseaux, donc c'est que du bonheur. Alors Pierrette et les filles, est-ce que ça mord? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cette activité? C'est le fait d'être avec votre mari, parce que c'est lui qui vous a un petit peu initié à la pêche? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est lui. Et puis, bon, moi, j'aime bien, c'est l'ambiance. On passe des bons week-ends et on pêche le mercredi aussi pour nous, les anciens. Mais oui, oui, j'aime bien, c'est très convivial. Et alors, je me suis laissé dire que vous aviez un beau palmarès? Oh, bon, non, pas spécialement. Parce que vous avez fait des concours. J'ai fait les concours, j'ai fait les championnats. Et ça a donné quoi, les championnats de France? J'ai fini avec une place de 3e. Donc médaille de bronze. Médaille de bronze. On peut le dire. Oui, 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 Hein? oui, tout à fait. Pierrette Chauvigné, Oui, oui, médaille de bronze. C'est pas mal, ça. Oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui. Et c'est vous qui avez transmis cette passion à vos petites filles? Oui, ben oui, parce que l'été, il y a des fois, elles sont à la maison pendant les vacances. Alors, où on va? À la pêche. Alors, du coup, elles pêchent avec nous. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Lana, qu'est-ce qui te plaît dans cette activité? Surtout les poissons, en fait, de savoir comment les reconnaître, par exemple quand on en pêche ou la taille des poissons. Donc c'est plus la connaissance de l'animal. Et pour moi, je trouve que l'ambiance de la pêche, c'est super. Donc des fois, on parle et tout, un peu de concurrence avec ma sœur. Ah, quand même. On pense pas forcément à des jeunes filles quand on pense à la pêche. Oui. Après, mes copines, elles, je leur ai pas vraiment dit que je pêchais, en fait, c'est juste par loisir. Puis si je leur en parle, ça les intéresse pas. Donc. Ça va les faire rire? Non, pas forcément, mais juste ça les intéresse pas. Et vous faites ça avec papa, avec papy, avec mamie? Bah oui, parce que c'est toujours bien de se retrouver en famille pour faire des activités. Donc c'est marrant, c'est amusant. Bon, mais ça mord toujours pas. Non. Donc là, l'expérience de mamie, Ah non, ça porte pas grand-chose. Non, je crois pas. Bon, on va pique-niquer, on arrête? Oui, encore. Allez hop, terminé. C'est pas mal. Regarde, des beaux poissons. Hein? Beau gardon, génial. Bon allez, ferme à l'eau, comme d'habitude. Merci beaucoup, je le boirai après. Hein. La pêche, vous en apercevez, c'est donc un contact particulier, privilégié avec la nature, et quand elle vous offre un bel écrin, il convient de l'entretenir. Alors c'est ce que font les pêcheurs ici sur cette boire de Mauve, c'est également ce que font les pêcheurs de l'étang de Fémoreau en Vendée, l'étang de la Digue très précisément, 7 hectares, autour desquels il y a des cabanes de pêcheurs, 65 très précisément, pas une de plus, des abris très prisés qui ont une longue histoire. Élodie Soulard et Damien Ravelot. En pleine nature, un plan d'eau de 7 hectares. Tout autour, 65 cabanes de pêcheurs, construites à l'époque par des mineurs. Christian arrive de Pouzauges, à une trentaine de kilomètres. Toutes les semaines, il installe ses cannes à pêche dans son petit paradis sur pilotis. C'est agréable, pas de bruit. C'est vraiment... Même s'il y a des journées où on ne pêche pas, mais ça passe la journée. Cet étang est unique en Vendée. Sa construction est liée à l'histoire du bassin minier de Fémoreau. Dans les années 1920, il fallait refroidir les tours de la centrale électrique. À l'époque du charbon, on avait construit une centrale thermique électrique à 2 pas d'ici. Et pour l'alimenter, bien sûr, il fallait de l'eau. Alors au tout début, on prenait l'eau dans la rivière Vendée qui passe en bas, là-bas. Seulement l'été, la rivière Vendée, elle était tarie. Et c'est la raison pour laquelle on a construit ce mini-barrage. Au fil du temps, les cabanes ont poussé au bord de l'eau. La mine a fermé en 1958. Elle a employé jusqu'à 500 personnes. Mon père aussi était mineur dans le Nord. À l'heure du casse-croûte, entre deux coups de pêche, les descendants des mineurs se souviennent des bons moments passés en famille à l'étang de la Digue. Il y a beaucoup de mineurs, il y a beaucoup de Polonais là. Là, il y avait plein de monde, le dimanche, il y avait 30-50 personnes qui se baignaient. Maintenant, ils ont interdit la plage parce que maintenant, avec les nouvelles lois, les nouvelles normes, on ne peut plus se baigner quoi. Mais nous, on était heureux, on plongeait, tout.
Ben, maintenant, bon, ben, c'est venu la pêche, mais ça change quoi. Aujourd'hui, avoir une cabane à l'étang de la digue est très prisé. La transaction se fait grâce au bouche à oreille. 2 ou 3 fois par mois. Allô Daniel, il n'y a pas de ponton à vendre à Fémoro? Ben, j'ai dit non, pour l'instant non. Puis les places, comme vous pouvez le voir, c'est pratiquement tout complet, quoi. Il faut donc être patient pour pouvoir acquérir une cabane qui se négocie quelques milliers d'euros. À l'étang de la digue, peu importe si la pêche est bonne, l'essentiel est de passer un beau moment en pleine nature, au calme, le bonheur quoi. Vous regardez toujours Enquête de région après l'étang de Fémoro, l'étang de la digue. Nous voilà de retour sur la Boire de Mauve avec Olivier Affilé, toujours président du comité régional de pêche sportive. C'est vraiment un sport, la pêche? Et oui, c'est vraiment un sport. Activité physique pour tenir une grande canne et activité mentale très importante. Concentré sur le bouchon? Pour être concentré sur le flotteur. C'est quand même pas très violent pour le cœur. Pas trop quand même, heureusement. Bon. Heureusement. C'est pas un sport olympique? Non. Et c'est un projet de le faire La demande a été faite, alors pas pour le prochain comité, mais le suivant. Et en 1900, il y avait déjà eu une première épreuve pour la pêche avec un Français qui avait été à l'époque honoré. Alors vous chargez de caster, de sélectionner les jeunes pour les mettre en équipe régionale pour les concours? Alors au départ, effectivement, il existe des ateliers pêche nature ou des écoles de pêche. Et à l'issue de ces écoles de pêche, on détermine un niveau et ceux qui sont au-dessus vont rentrer en compétition pour participer aux épreuves régionales, voire nationales, voire internationales. Ça veut dire que parmi les jeunes qui sont derrière vous, il y en a qui ont déjà des coupes, des médailles, des titres? Et oui, déjà, notamment des coupes pour l'instant. Et après, on peut viser des médailles et des titres. Et dans la région, on est plutôt un bon creuset? On a tout ce qu'il faut sur la région. On a de nombreux jeunes qui ont été champions du monde. Le dernier en date, c'est Maxence Deslandes de la Sarthe, qui a obtenu le titre suprême avec l'équipe de France il y a 2 ans. C'est bien, ramène-le dans l'épuisette. Ok, en voilà encore un autre. Il y a du poisson à la Boire de Mauve. Ça c'est super, ça c'est de la belle prise. Alors Laurent Saoud, spécialiste de la pêche, on vous retrouve. David qui fait de la compétition, la pêche à quoi? Pêche au lancer, c'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est une pêche au lancer, puisqu'il y a un moulinet. C'est donc une pêche à l'anglaise, une pêche emplombée, qu'on appelle plus communément pêche au feeder. Alors expliquez-nous un peu ce qu'il fait là. Alors, il a rempli une petite cage d'amorce avec un tout petit peu d'asticot. 30 cm en dessous, il y a un badling avec un hameçon et l'appât. Maintenant, il n'y a plus qu'à lancer sa ligne le plus loin possible, à environ une trentaine de mètres. Et c'est le sion ultra sensible de la canne à pêche qui va se mettre à vibrer dès qu'il y aura une touche. Donc voilà pour la technique du lancer. Merci David. Laurent, on va aller voir Clément qui va pêcher lui au coup. C'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est la pêche au coup, mais contrairement à celle qui était pratiquée juste à côté, il n'y a plus de moulinet. Là, on retrouve l'essence même de la pêche à la ligne, une canne télescopique pour celle-ci, qui est utilisée par Clément, qui va mesurer 4 mètres, 5 mètres, voire même beaucoup plus, puisqu'en compétition, on peut même utiliser des cannes jusqu'à 10 mètres de longueur. Donc là, Clément utilise une canne d'environ 5 mètres, équipée d'une ligne montée. Donc c'est le corps de ligne qui va supporter un flotteur, ensuite une plombée, puis le bas de ligne, qui est la partie de la ligne qui supporte l'hameçon sur lequel on va installer les petits asticots qui sont juste devant moi. Et avec, quelle que soit la technique, on ramène le même type de poisson? Alors cette technique de pêche-là s'adresse principalement à du poisson blanc, du gardon, de la brème, de la blette, voire des carpeaux. Et Clément, dis-moi, pourquoi aimes-tu tant pratiquer la pêche? C'est une manière de garder son calme et un lien avec la nature qui est assez fort aussi. Et la manière aussi de découvrir la façon de vivre des poissons, donc où ils vivent, la façon dont ils se nourrissent, etc. Garder son calme, ça veut dire que c'est une école de la patience, la pêche? Moi je la connaissais avant, mais pour les autres, oui, ça demande beaucoup de patience. Ouais. La compétition, c'est quelque chose qui te tente? Pour l'instant non, mais peut-être plus tard, je vais voir après. Merci Clément, bonne pêche. Alors la pêche à la ligne également, la pêche à pied, c'est la plus pratiquée de toutes les pêches de loisirs. Il suffit de se rendre sur le littoral, d'attendre la marée basse, surtout lors des grandes marées. Pas besoin de carte, il y a juste quelques règles à respecter et d'avoir un trident. C'est plus pratique pour ramasser les coques et les palourdes. Mais attention, la marée remonte très vite, surtout sur un endroit qu'on appelle le Pont-Dieu en Vendée. Sandrine Gadet, Vincent Calcagny. C'est un endroit qui ne se découvre qu'aux grandes marées. Une chaussée pierreuse naturelle de 4 km de long, entre la plage de Notre-Dame-de-Mont et l'île Dieu.
Ce coin de pêche est moins couru que le passage du Gois. Il a cependant ses adeptes qui se refilent le mot et y reviennent à chaque occasion, même si soi-disant, on n'y trouve plus grand-chose. Il y a eu une période, il y avait des huîtres, c'était... On marchait dessus, hein. Il y en avait. Puis elles sont venues toutes seules et elles sont reparties de même. Alors les moules, elles sont bonnes, donc... Puis on sait qu'elles sont fraîches. Le Pont-Dieu n'est pas seulement une réserve conchilicole sauvage. Cet écueil a aussi longtemps servi à bâtir les maisons de la côte. C'est ce qui lui donne, vu d'en haut, son allure d'îlot. Donc il y a une carrière de pierre, oui. C'est pour ça que d'ailleurs, à un moment donné, on voit que ça se creuse un petit peu là, puisque les personnes qui utilisaient ces pierres, qui venaient se servir pour leur maison, n'attendaient pas forcément le Pont-Dieu se découvre complètement, n'allaient pas tout au bout, puisqu'ils avaient peur de se retrouver prisonniers, puisque après ça se renferme comme une île. Et du coup, ils allaient en fait chercher des cailloux au bord en fait, du Pont-Dieu au fur et à mesure que la mer descendait. Qu'on vienne y chercher des pierres comme hier ou des moules aujourd'hui, il faut faire vite, le temps est compté. 1 heure à peine pour œuvrer. C'est dangereux, ça monte très vite. Et là, cette cuvette là, elle passe très vite. Alors, il y en a qui s'en fait prendre. Moi, je viens souvent à la crevette, et on ne voit pas le passage se découvrir comme aujourd'hui. Donc c'était l'occasion d'aller faire le curieux au bout. Mais il faut faire vite pour revenir. Mais bon, c'est une tentative, pas trop prudente, c'est sûr. En un instant, la mer redevenue pleine fait disparaître le Pont-Dieu du paysage, comme s'il n'avait jamais été qu'un mirage. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. Merci Laurent, merci Olivier. Je vous propose un petit concours de pêche pour terminer. Ah bah ça va être vite fait le concours, puisque voici le premier. 54, Alain, s'il vous plaît, c'est pour moi. Messieurs, c'est pas le tout de donner des conseils, il faut peut-être les appliquer. Allez, bonne partie de pêche, excellente fin de soirée. Bon bah messieurs, pour moi le concours est terminé. Je crois que c'est sans appel. Hein, vous savez quoi? Je vous les libère, je vous laisse poursuivre et vous me les ramenez dans l'ordre. Allez! Ils veulent pas partir, vous voyez, ils sont attachés à moi. Voilà! Allez, bonne pêche!